après avoir fait la visite de la métropole qu'est Tokyo, on est maintenant dans une ville un peu moins grandiloquente, si je puis me permettre, mais qui est impressionnante par le fait que tout ce qui est dans cette ville existe depuis seulement 80 ans. Yo les boys et girls, c'est Chival pour la seconde partie de mes vidéos sur mon voyage au Japon. Et cette partie va parler d'un endroit très particulier, parce que c'est ni plus ni moins que Hiroshima. Et oui, si vous connaissez ce nom-là, si vous avez suivi vos cours d'histoire, puisque Hiroshima et Nagasaki, comme vous le savez, ont été des victimes de la Seconde Guerre mondiale il y a environ 80 ans, en fait cette année, ça va faire 80 ans. Et donc je suis allé dans cette ville chargée d'histoire. Mais avant ça, hier, j'ai regardé un film et j'ai fini par mettre 5 sur 5 à ce film. Et je trouve que c'est parfait d'en parler maintenant parce que sans être un film directement sur les conséquences d'Hiroshima et Nagasaki, ça reste quand même un film sur un bombardement qui est arrivé dans une ville au Japon. Et ce film, si vous êtes fan du studio Ghibli, vous savez très bien de quoi je veux parler. Je veux parler de ce film magnifique mais dévastateur qui est Le Tombeau des Lucioles, qui a fini donc 35e de mon top des films 5 étoiles et 5e de mon top d'animation, ce qui met donc à la deuxième place des Ghibli. Et ce film-là, je savais d'avance qu'il allait faire très mal. Et après, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait à Hiroshima. Et c'est un endroit que je suis allé. Et cet endroit-là m'a fait rendre compte de beaucoup de choses sur Hiroshima. Et les choses que j'ai regardées dans ce film-là m'ont fait beaucoup penser à ça. Donc, déjà, ça me tenait à cœur de le regarder. Et maintenant que je suis allé à cet endroit-là, que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous allez voir que c'est totalement accurate le fait que j'ai regardé ce film-là maintenant. Et je ne peux que vous conseiller si vous avez 1 heure et demie devant vous pour déprimer. Ouais, parce que c'est pas très joyeux. Plutôt, c'est joyeux. Des fois, il y a des petits moments de joie, mais qui sont vite détruits. Mais je vous jure, les critiques de ce film là, sur les deux box, c'est les choses qui donnent le moins envie. Littéralement, chef-d'œuvre. Je le regarde plus jamais, par contre. J'ai difficile à croire qu'il y a un film qui m'a plus exaspéré que celui-ci. Se faire poignarder serait moins douloureux que regarder ça. Ce qu'Oppenheimer ne vous a pas dit. J'aimerais que vous pensiez au moment le plus triste de votre vie entière, maintenant multiplié par 10, et extendez-le pendant 1 heure et demie. Et ce film est 1 heure et demie de pure angoisse émotionnelle. Ça donne vachement envie, hein, ce genre de critique, mais je vous jure, regardez. C'est comme La liste de Schindler, ou La vie est belle, ou dans une autre mesure, même Le pianiste, c'est des films importants à voir pour la postérité, pour vous dire. On sait que la guerre, c'est de la merde, mais ce genre de film-là, c'est le genre de film qui te le fait dire très clairement. Et de manière drue, mais la meilleure manière possible. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce film, on peut parler maintenant d'Hiroshima. Et plutôt, pour commencer, on va parler de ce qui s'est passé pendant le trajet à Hiroshima, parce que, comme j'ai dit dans la fin de la première, j'ai pris pour la seconde fois un bullet train et c'était beaucoup plus fluide. La première fois, on en a un peu chié, mais c'est parce que de un, on ne le savait pas qu'on allait prendre un bullet train cette journée-là, et surtout, c'était notre première fois. Donc ça va de soi qu'on n'était pas encore expert. Mais là, c'est notre seconde fois, et donc on savait un peu plus quoi faire, et en plus, on avait notre trajet. Donc, on savait quand on partait, on savait quand on arrivait, donc on était à peu près à 4 heures, 3h50 de voyage, donc quand même un énorme trajet. Le troisième plus long du voyage, après l'aller et le retour en avion. Et on savait la ligne de train et tout. Et on n'a même pas pris de chance, on a pris en photo les escales parce que tu sais, ça allait à plusieurs endroits. Mais le problème, c'est qu'on était tellement sur roche qu'on s'est dit, on va arriver 3 heures en avance. Et on est arrivé 3 heures en avance, c'était pas forcément une bonne idée parce qu'on n'a rien branlé pendant tout ce temps-là. Mais au moins, on a pu dîner des choses, et là, on a dîné des choses parfaitement japonaises. Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, on n'avait pas mangé grand-chose de bien japonais. On avait mangé des pâtes, on avait mangé des buffets. Non, on n'a pas encore mangé de buffet, mais on a mangé des œufs, des trucs hyper classiques. Mais là, on a goûté des choses. Moi, j'ai goûté personnellement un sandwich salade de fruits. Il y a quelques fruits dedans, de la crème fouettée, puis ça fait un sandwich. Bon,
C'est pas très original, mais j'ai jamais essayé, puis c'était quand même plutôt bon. Et mes parents ont mangé des onigiri, donc les petits trucs comme ça en forme de triangle avec de l'algue, du riz et de la viande. J'ai un peu goûté aussi. Et comme je vous ai dit aussi, j'ai aussi goûté un Yakult. On a bu au moins 3-4 pendant le voyage, genre le fameux yogourt à boire anti-stress et anti-cancer. Et ben voilà, pour ce qui est du 7 janvier, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'était une journée de transition. On était quand même 3 putains d'heures et 50 dans un train. Donc pendant ce temps-là, donc, on était dans le train, j'ai eu le temps quand même pas mal de lire. Donc j'ai commencé un peu à lire le sexuel version améliorée. Mais voilà, c'est pas ça le propos. Hein. Le propos, c'est que on est arrivé à l'hôtel et cet hôtel-là, on n'a pas eu besoin de personne pour le trouver parce que maintenant on savait que Google Maps était assez efficace pour nous aider dans ce genre de situation. Et donc on a réussi à s'y rendre. Cet hôtel se nomme le Sotetsu Fresa Inn Hiroshima. Et ben on va direct parler du buffet parce que comme je vous ai dit que le buffet dans les autres endroits à Tokyo c'était pas incroyable. Et bien dans cet endroit-là on était très heureux de découvrir que c'était justement un buffet et c'était un buffet qui était parfaitement un mélange entre ce que nous on mange d'habitude et des choses japonaises plutôt agréables en bouche. Et donc pendant 2 jours, 2 dîners, plutôt 2 déjeuners, petit déjeuner, peu importe. On a mangé un petit buffet. C'était pas extrêmement gros, mais c'était convivial. Il y avait assez de bouffe pour qu'on soit rassasié. J'ai pris à peu près 2 assiettes à chaque fois. C'était tellement bon, j'ai pas pu résister. Et après, ben, on est entré dans notre chambre. La chambre d'hôtel, encore là, rien de bien spécial. De toute façon, c'est celle qui m'a probablement le moins marqué, parce que c'est celle où on est resté le moins longtemps. Fait que, bon, tant pis. Mais quand même, c'était un hôtel très sympa, facile à trouver. Et lui, à l'inverse, était proche de la gare où on est arrivé et surtout où était proche de l'endroit où on devait se rejoindre pour les activités du lendemain. Donc, c'est pas comme l'autre fois avec le putain de Love Statute qui était à 3-4 km. Là, c'était à même pas 1 km, donc on était tranquille. Et là, tout ça me vient qu'il faut maintenant que je parle de la seconde guide. Celle-ci se nomme Azusa et je vais vous le dire tout de suite. Et je suis encore désolé à ce putain d'héros parce que j'ai l'impression que je suis en train de le backlash alors qu'il a été hyper correct. Mais Azusa a été une guide absolument incroyable. Et sur la feuille de le fameux itinéraire personnalisé, c'est écrit guide informatif et sympathique. Et moi, je me suis dit, bon, il abuse un peu, là, c'est pour dire. Mais en fait, non, il abuse aucunement, hein, vraiment. Les trois qu'on a eu, mais surtout elle, était, euh, elle était particulièrement sympa et surtout, je pense que c'est celle qui a fait le. Ben, ils étaient tous plutôt drôles, hein, pour les gens qui comprenaient. Hein. Mon père, lui, était en PLS à chaque fois parce qu'il fallait qu'on le traduise. Mais il y a des blagues, elle, que j'ai particulièrement appréciées, comme il y en a une où elle nous a appris les différentes façons, plutôt les différentes situations où tu sais, les Japonais pour le. Merde. Pas s'excuser, mais pour saluer, ils se penchent. Elle a dit si c'est quelqu'un que tu connais vite fait, c'est comme ça. Si c'est quelqu'un un plus vieux que toi, mais qui est un peu plus du même statut, tu te baisses encore un peu plus. Si c'est quelqu'un d'important comme un sensei ou un professeur, un prof ou ton boss, hein, tu te fais ça. Et elle a dit que quand son mari revenait du travail, revenait du bord trop sous, lui il se pliait en deux. Hein. C'était un angle de 90 degrés. Et franchement, j'ai trouvé. Bon, c'est vrai que dit de même sans contexte, c'est pas forcément plus drôle, mais si vous étiez là, vous aurez compris pourquoi c'est absolument hilarant. Comment elle a dit, elle a dit dans le meilleur contexte possible. Avant de commencer la première visite à Hiroshima, j'ai déjà quelques petites images sympas à vous montrer. Donc, ça, c'est une image qu'il y avait proche de notre hôtel. Donc, c'est simplement quelques sapins illuminés, puisqu'on était encore un peu dans le temps des fêtes. Là, on a une image de Hiroshima en général, et vous vous dites, bah, c'est quand même plutôt gros. Tu disais que c'est une petite ville. Oui, mais il faut comparer avec Tokyo, où Tokyo, c'est absolument gigantesque. Donc, oui, c'est pas
c'est quand même gros, mais c'est pas comme Tokyo. Mais sachant que tous ces bâtiments ont moins de 80 ans, c'est le genre de choses qui te met un peu sur le cul quand même. Il y a aussi un petit temple qu'on a vu pendant notre trajet, pendant un trajet d'environ 1 heure, je dirais, qui est quand même plutôt agréable à regarder. Là, j'ai des images que je vais montrer plus tard parce que ça a rapport avec les visites. Donc, je vais montrer les images qui ont par rapport avec une des deux visites. Donc là, on était proche de l'eau. Donc là, on a une petite vue proche de l'eau, quand même plutôt agréable. Pareil ici, on ne dit jamais non. Ouais, là, ça a rapport avec... ouais, non, je pense que tout ce qui suit, ça a rapport avec nos autres visites. Donc, ah non, il y a celle-ci aussi. Donc ça, c'est quand on est arrivé à Hiroshima, on s'est fait accueillir par des lettres comme ça, un peu à la Hollywood. Là. Bon, plus modeste, mais c'était quand même sympa, avec pas encore des belles lumières. Et voilà. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. On peut commencer avec la première visite sur 2 à Hiroshima. Parce que oui, la première journée, je l'ai déjà fini. La première journée, c'était on est passé de Tokyo à Hiroshima en bullet train. On est arrivé à notre hôtel, puis on a soupé. Ah oui, et un truc que je vous ai pas dit pour les soupers, quand on n'était pas dans des buffets, on était dans des endroits où on commandait avec des tablettes. Donc c'était plutôt simple, tu commandais là, puis c'était très vite. Il y a... Non, je pense que c'est à Hiroshima. On a vu une... Oh non, c'est à la fin du voyage de Kyoto. Il y avait un endroit, c'était littéralement à côté de notre hôtel, et on commandait comme ça, et c'était très convivial. On a mangé très bien là, et il y a aussi une place similaire, enfin, similaire dans le contexte, hein, dans le fait de commander sur tablette, pas dans la bouffe. Mais c'était aussi très sympa, mais c'est pas les restos qui nous ont les plus marqués. Il y en a deux qui nous a pas mal marqué. Je pense que c'est les. Non, le premier dîner et le deuxième souper étaient particulièrement intéressants et j'ai des images de ça. Ou en tout cas, j'ai des bons souvenirs de ça, donc je vais pouvoir les dire sans problème. Mais pour commencer, notre première visite, c'était une excursion au site d'Hiroshima. Le site d'Hiroshima, c'est tout simplement un endroit qui est, je crois, l'endroit le plus proche qui a survécu à la bombe. L'endroit le plus intact qui était le plus proche de l'épicentre de la bombe. Et donc à cet endroit-là, on a beaucoup, beaucoup de vestiges de choses qui datent d'il y a 80 ans. Et la chose la plus impressionnante, c'est évidemment le dôme. Ce dôme, qui est donc la structure architecturale la plus proche d'Hiroshima qui a survécu à la bombe et qui est encore debout maintenant. Bon, vous en doutez, vu comment c'est détruit, c'est plus fonctionnel, mais c'est tout de même encore debout et c'est très impressionnant, sachant que ça c'était un hôpital. J'espère que je dis pas de la merde. Je crois pas que je dis de la merde. On a aussi ça. J'ai littéralement trouvé une image qui était quasi identique sur la page Wikipédia où c'est un arche où on peut voir beaucoup de choses. On peut voir déjà le dôme que je viens de vous montrer. Et là, ça se voit pas tant, mais il y a aussi une. Je pense que je l'ai aussi pris en photo. Putain de merde. J'ai pris il y a aussi une photo, une fontaine. Et il y a aussi une flamme qui est censée ne jamais s'éteindre. Un peu comme une flamme olympique, sauf que elle reste là. Elle se déplace pas. Et évidemment, pendant toute notre tournée, on a vu beaucoup de choses en rapport avec... Ah voilà, j'ai trouvé la putain de fontaine. Donc voilà la fontaine que je parlais. Et il y a aussi des bâtiments qu'on a vus, comme ces deux-là. Après, on rentre à un autre place. Donc cet endroit-là a été fait en l'hommage... Enfin, ces deux endroits-là ont été faits en l'hommage d'une petite fille qui a fait pendant son séjour à l'hôpital. C'est quand même une bombe qu'elle a reçue sur le coin de la gueule. Elle a fait des milliers d'origamis et je crois qu'en l'hommage à cette petite fille pleine de détermination, ils ont fait un site, ils ont fait une sculpture avec une fille en haut avec des origamis, moi ça se voit pas tant. Et donc ça c'est censé être un peu le bout de la bombe et en arrière ça se voit encore moins, mais c'est des origamis multicolores. Et il y a des trucs, il y a tellement d'origamis petits un peu partout que tu as l'impression que c'est pas des origamis, mais c'est tous des origamis qu'il y a en arrière et c'est vraiment très impressionnant. Donc ça, ouais, bon, c'est bon. Évidemment, la madame qui était là nous a fait une narration sur des histoires en rapport avec la guerre, plutôt en rapport avec la bombe. Et
je vais être honnête, ça fait au niveau de ce qu'elle nous a donné comme information, je trouve que Azusa était celle qui m'a appris le plus de choses. En tout cas, le plus de choses que je vais me rappeler. Comme tout ce qu'elle a dit à propos d'un hôpital où absolument tout le monde est mort, à part un mec qui était sous terre. Ou justement, l'histoire que je viens de raconter sur la petite fille qui a fait des origamis, ou l'arche qui fait une vue globale de l'endroit. Donc c'était très intéressant, mais le plus intéressant et surtout le plus choquant, et l'endroit dont je vous ai un peu parlé pour la critique que je viens de faire, c'est le musée d'Hiroshima pour la paix. C'est un endroit qui, comme vous en doutez, est un endroit où on voit des vestiges, des cartes postales, des vêtements, des peintures, des photographies, des lettres, des messages, des histoires en rapport avec ce qui s'est passé, je crois, le 6 août 1945. Et je suis convaincu déjà qu'il y a quelque chose de similaire à ça à Nagasaki. Je ne suis pas encore allé à Nagasaki, qui sait, peut-être pour un autre voyage, je suis encore jeune. Mais cette exposition, si vous avez lu ma critique, vous avez vu que c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et je pense que ça fait c'est une des choses qui m'a le plus marqué de mon voyage au Japon, c'est ce musée-là, qui était particulièrement dur à regarder. C'est ce genre d'endroit qui te fait presque pleurer juste parce que tu es là. La dernière fois, j'ai raconté une anecdote qui n'a pas rapport avec le Japon, mais qui a quand même rapport avec la Seconde Guerre. En primaire, j'ai eu la visite d'un survivant juif, du nom de Kees van der Heyden. Je pense que j'en ai déjà parlé dans dans mon top des livres. Et ce mec-là est venu nous raconter son histoire. Et je pense que quand il est venu nous présenter son histoire et quand je suis allé au musée, donc dernièrement à Hiroshima, c'est les deux moments dans ma vie où j'ai été le plus investi dans des histoires, dans quelque chose de ce genre. Et c'est la preuve que la Seconde Guerre mondiale, malgré toutes les choses horribles à laquelle elle a mené, je suis désolé de le dire parce que c'est un peu horrible, mais la Seconde Guerre mondiale est un sujet extrêmement intéressant sur beaucoup d'aspects, mais surtout sur l'aspect non militaire et sur l'aspect des gens qui l'ont vécu. Et les images que je vais vous montrer sont quand même assez arches. Donc si vous êtes... Bon, la qualité est un peu nulle. Parce que ouais, j'ai quand même transféré ces photos-là directement du téléphone de mon père. Donc c'est pas formidable comme qualité. Mais c'est quand même assez bon pour pouvoir montrer certaines des images. Et je vous jure, il y avait des images, des photographies absolument horribles. Comme quelqu'un qui avait le dos complètement brûlé. Ou quelqu'un qui était à peine vivant. Si vous avez vu le tombeau des Lucioles, vous avez vu la mère des deux personnages principaux couchés avec des bandelettes partout, les yeux boursouflés, la bouche momifiée quasiment. C'est ce genre d'image-là qu'on voyait, mais ce que j'ai trouvé le plus arche à regarder, c'est les peintures. Parce que les peintures qu'il y avait dans le musée, c'est des gens qui l'ont vu. Et des fois, je parle de PTSD de manière un peu humoristique en mode d'un événement qui t'a choqué, mais genre, les gens qui ont fait ces peintures-là ont certainement vécu des traumatismes absolument horribles. Et juste en voyant certaines images, comme ici, c'est un corps, des corps empilés les uns sur les autres, où là, on a des gens brûlés, la peau brûlée au 4e degré, genre, avec du sang partout, qui essayent de trouver de l'eau pour se rafraîchir. Ou encore là, on a quelque chose qui est mentionné aussi dans ce fameux film, la pluie noire. Donc, littéralement, de la pluie nucléaire, de la pluie atomique. C'est quand même... Bon, on peut se dire, admettons, c'était une attaque dans un animé, genre pluie atomique, ça fait un peu épique, mais quand on parle de littéralement de la pluie atomique, on se dit Simonac. Tu sais, quand on parle des fois de pluie acide, là, moi j'imagine que la pluie acide, c'est ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est de la vraie pluie acide. Et ça, c'est un dessin donc d'une personne qui boit de l'eau parce que l'eau, elle s'est évaporée. Et donc, la seule eau qui tombe, c'est de l'eau noire, de l'eau toxique. Mais c'est la seule eau qu'il y avait. Fait que c'est la seule eau qu'elle pouvait boire. Ou encore là, ça, c'est encore plus dur à regarder. C'est un mec littéralement brûlé vif, en train d'errer. C'est même plus flâner, rendu là, c'est errer. Moins horrible à regarder, mais quand même extrêmement triste. Des casques, des habits, des vélos.
avec des pauvres enfants qui étaient là. T'imagines, ces enfants-là sont peut-être nés en 1940. S'ils n'auraient pas été au mauvais endroit, au mauvais moment, ces personnes-là auraient été certainement en vie. Ma grand-mère est née en 41, admettons, et ces gamins-là avaient quoi, 2 3 ans? Ils auraient eu l'âge de ma grand-mère. Mais voilà, ils ont vécu la bombe en pleine gueule. Là, je peux rien y faire. Hein. J'étais même pas né. C'est 60 ans avant que je naisse. Ou encore là, une image très parlante. Bon, floue, mais très parlante. Ça, c'est en haut, Hiroshima, en 1925. Donc, une ville avec plein d'endroits, plein de bâtiments. Et juste en bas là, c'est 2 jours, je crois, après la bombe. Il n'y a plus rien. C'est dévasté. C'est du no man's land, littéralement. C'est no man's land. C'est assez difficile à regarder. Et je dois avouer que je me suis senti étrange quand j'ai regardé ça. Je savais que j'allais regarder des choses difficiles. Et c'était déjà écrit dès le début en mode certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ben j'ai 19, j'ai quand même été heurté hein, parce que c'est partie des musées qui m'ont le plus marqué à vie. C'était dur, mais il fallait regarder ça pour le croire. C'était. Aïe, aïe, aïe. C'était dur, mais ça m'a marqué, simplement. C'est une dinguerie. Je sais que je dis dinguerie pour des choses, des fois, assez futiles, mais là, voilà, si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est extrêmement difficile, mais c'est comme, justement, le tombeau de Lucioles, c'est dur à regarder, mais il faut regarder parce que c'est important pour la postérité. Suite à cela, la madame nous a reporté proche de la gare et nous sommes allés manger quelque chose. Et ça, c'est la chose, je pense que j'ai préféré manger là-bas. Même si quand même, à Kyoto, on a mangé des choses extrêmement sympas. Mais je pense que la chose que j'ai préférée du voyage, c'était un okonomiyaki style Hiroshima. Si vous savez pas c'est quoi un okonomiyaki, c'est un peu dur à décrire, mais je dirais que c'est une sorte d'omelette crêpe. Mais vraiment, c'est une recette très unique du Japon. Donc, donc enfin, j'ai mangé quelque chose qui était purement japonais. Et ce qui est très drôle, c'est que la première fois qu'on a mangé au buffet, il n'y avait pas du tout d'okonomiyaki. Mais la journée d'après, il y en avait. Bon, j'en ai pas pris, mais j'en ai mangé la veille. Mais voilà. Pour vous montrer à peu près. Alors, en plus, c'est coupé, fait qu'on peut tout voir. Donc, voilà. Donc, il y a de la viande, il y a des pâtes, des légumes, du chou, donc, et des œufs. Et c'est gros, c'est massif, c'est bourratif, mais asti que c'était bon. J'ai pas eu besoin de dessert avec ça. Là. C'était gros, mais c'était bon. Il y avait les bouchées, les choses. Je te jure, vous savez quoi? Je suis même sûr que dans Food Wars, il y en avait. Est-ce qu'il y en avait dans Food Wars? Ah, ben voilà, je le savais. C'est ce genre de. Voilà. Si vous connaissez Food Wars, hein, que j'en ai déjà parlé 2 3 fois, j'étais convaincu, voilà, regarde, ça c'est l'okonomiyaki de Food Wars. J'étais sûr que c'est le genre de choses qui dans Food Wars donnent des orgasmes culinaires. Hein, et moi, je suis dommage que j'en ai eu des orgasmes culinaires. C'était tellement bon. Et c'est sûr qu'après la visite au musée qu'on a faite, il nous fallait quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous ravivait l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ravivé l'âme, pas à peu près. Mais cette chose qui m'a ravivé l'âme, c'était pour mieux me préparer à la seconde partie du voyage. Et pour cette partie de voyage, on a pris un second bateau pour aller sur une île. Parce que vous savez, le Japon, c'est un état insulaire. Mais il y a aussi plein de petites îles proches de l'endroit. Et cette petite île s'appelle Miyajima. Et je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un endroit qui, comme à Nara, et je vous en parlerai demain de Nara, parce que Kyoto et Nara, c'est proche. Mais sur l'île de Miyajima, il y a beaucoup de cerfs. Et vous avez vu sur la miniature, c'est quoi la miniature? C'est moi avec un petit cerf. Et le nombre de cerfs qu'il y avait là, c'est une dinguerie. Mais évidemment, c'est pas juste ça. C'était aussi un endroit où des temples et des sanctuaires bouddhistes et shinto se rejoignent. Et on a justement appris avec Azusa, c'était quoi la différence entre un temple shinto et bouddhiste.
ou plutôt la différence entre un shrine et un temple. Un shrine, c'est shintoïste, qui est une religion purement japonaise. Et quand c'est un temple, c'est bouddhiste. Et ça, donc, ça vient d'Inde, mais c'est très présent au Japon, parce qu'à peu près un seul % de la population sont chrétiens. Malgré le fait qu'à Noël, la tradition, c'est de bouffer du PFK. Ben là, les gens ils sont très chrétiens quand il faut bouffer du PFK. Mais voilà, la majorité du temps, ils ne sont pas. Mais là, voilà. Donc, on a vu beaucoup de temples et beaucoup de shrines. En français, les deux, c'est temple, mais en anglais, il y a une différence. Donc ça, c'est pendant notre voyage dans l'eau sur un ferry pour y arriver. Et ça, c'est le genre de décor qui nous a accueillis. Voilà, donc un tori, hein, si vous savez c'est quoi, un tori, donc une entrée qui éloigne les mauvais esprits. Et il y a aussi le tori le plus connu, je crois, du Japon, ou en tout cas de l'endroit. C'est un tori rouge. Est-ce que ça a un nom? Je crois qu'il y a un nom. Mais c'est un endroit, c'est le tori le plus connu. C'est un tori qui est orange. Et je vais vous dire, la couleur orange, c'est probablement la couleur que j'ai vue le plus du voyage. Déjà parce que j'étais habillé orange, mais surtout parce que tous les temples et sanctuaires sont orange. Parce que l'orange, c'est la chance, la bonne fortune. Et le orange foncé, qui s'approche plus du rouge que du jaune, c'est justement la raison pourquoi au Japon, le rond est rouge. C'est parce que c'est la bonne fortune, c'est la prospérité, la chance, et voilà, des choses du genre. Et donc là, avec ma mère, on a pris une photo devant ce tori qui est sorti de la mer. Donc voilà. Donc ma mère avec un tori sorti de la mer, c'est concept. Et donc voilà, des petites photos avec des petits cerfs tout mignons. Il n'y avait aucun cerf avec des cornes. En même temps, c'est logique, c'est un retraite touristique. T'imagines si les cerfs commençaient à nous foncer dedans. Mais les cerfs là-bas étaient extrêmement sympas et très 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 cute, comme celui sur la miniature. Ah, et déjà là, on a une image sacrément épique. Bon, malheureusement, vu la qualité, je peux pas vous montrer plus. Mais sachez que sur cette photo, mon père a l'air complètement stone. On est devant un genre de lampion, je pourrais dire, avec mon père devant. Et même sans vraiment le voir au complet, on peut quand même voir que sa face est sacrément humoristique. Ah, on est aussi passé à travers un chemin. Et ce chemin-là menait vers une scène, une scène de danse traditionnelle, plutôt de théâtre traditionnel, hein, le fameux No. Vous connaissez avec les masques. Genre ça, c'est pas mal un masque de, de No assez connu. Mais il y en a d'autres qui représentent la femme, le démon, l'homme, le samouraï, le shogun. Mais les shoguns, on va plus en parler à Kyoto, mais quand même, Shogun était quand même présent, et justement, encore là, on a fait... elle a fait beaucoup de blagues à Zusa, et celle qu'elle a fait sur son mari avec la gueule de démon, voilà, c'est encore un truc sacrément comique. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Et il y avait aussi devant pas mal de temples, moi, c'est la première fois qu'on avait vu des genres de lions de ce genre. Et franchement, si vous connaissez Pokémon, vous reconnaissez peut-être Arcanin. En vrai, oui, il ressemble pas mal. Je suis sûr que c'est une inspi pour Arcanin. Et après ça, après avoir fait une petite visite, on avait un peu un temps libre pour regarder un peu partout. Et c'est vraiment un endroit où la tradition et la modernité sont ensemble, parce que d'un côté, on est allé dans une petite supérette en plein milieu de l'île où il y avait des ramounets. Et il fallait qu'on en trouve au moins une fois des ramounets. On en a trouvé. On a pris un soda crème et orange, je crois. Mais c'était dur à trouver. C'est le seul endroit au Japon où on a trouvé des ramounets. Alors que j'ai appris dernièrement que c'était un truc très répandu au Japon. Et nous, on en a trouvé à juste une place. Bon, dis-moi, moi, on en a trouvé. On ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais c'était quand même difficile. Mais on est tous allés visiter un endroit très particulier où il y avait beaucoup de statues. Et donc là, c'était des statues, peut-être pas que de Bouddha, mais en tout cas de personnages importants de la religion bouddhiste. Et voilà, aussi, on a vu ce genre de construction templotique. Je sais pas, c'est pas un mot, je m'en branle. Mais voilà, des constructions quand même assez sympas à regarder parce qu'elles sont très imposantes. Donc ça a été encore là un endroit très intéressant. Je peux me permettre de dire que j'ai pas juste vu Hiroshima, j'ai aussi vu Miyajima, qui est un endroit aussi très impressionnant à regarder. Et à la suite de tout ça, en fait, je vous ai menti,
l'Okonomiyaki et ce qui va suivre, c'était la même journée. En fait, je me suis trompé. Mais il me reste plus qu'une seule photo pour ce qui est d'Hiroshima. Le soir, on a galéré pour trouver un restaurant, et je sais pas trop pourquoi, parce qu'on avait vraiment beaucoup des restaurants pourtant. Mais on était finalement à un resto là aussi tu commandais avec la tablette. Et c'est la seule fois au Japon où j'ai goûté quelque chose d'épicé. C'était des nouilles, j'ai pris épicé niveau 2 sur 4. Et il y avait un peu de tout. Et je savais pas que ça allait être aussi intense, mais c'était très intense. C'est la seule fois au Japon où j'ai pas fini mon assiette. C'est parce que si je finissais mon assiette de nouilles au piment, j'allais peut-être avoir, je sais pas, une belle sépulture dans le coin, hein, parce que si j'aurais clairement pas survécu si j'avais tout mangé. C'était un petit peu trop intense, j'étais peut-être un petit peu trop ambitieux. Mais en tout cas, la boisson était délicieuse. Elle était très bonne. Et voilà, j'ai pris une photo avec mon père devant le restaurant avec un bonhomme qui tient une pancarte. Donc encore là, une photo plutôt drôle avec moi et mon père. Et voilà. C'est à peu près tout. Après ça, ben, pour aller à Kyoto, on a encore pris un bullet train. Mais là, c'était juste 1 heure et 40. Donc j'ai pas grand chose de nouveau à dire sur le aller. On est arrivé moins tôt, donc on a quand même pu partir plus tôt. Mais voilà. Avant de quitter, je dois dire un mot, parce que je vous ai dit que l'okonomiyaki, c'était la chose à manger, la meilleure chose que j'ai mangée là-bas. Mais je vous ai pas parlé de la meilleure chose que j'ai bu là-bas. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. La première fois que j'en avais goûté, c'était ici, mais c'était chez Simon et Noémie. Donc Simon qui est un pote à mon père et Noémie qui est sa blonde qui... Vous l'avez vu, hein, l'image que j'ai prise avec elle en double dose de kawaii, si vous vous rappelez. On est allé chez eux un moment donné et on a goûté une boisson au yogourt. Et c'était absolument délicieux. Et au Japon, il y en avait plein. Et on a pris 3 bouteilles, je crois, et on les a calées les 3 tellement c'était fucking bon. Et je veux retrouver ça, genre au Kim Fat ou à un endroit au Québec, parce que c'est une des meilleures boissons que j'ai jamais bu de ma vie. Même les jus de litchi ou les bubble tea, même si c'est extrêmement bon, je trouve que c'est pas exactement au même niveau que ça. C'était quand même particulièrement bon. Là. Je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je disais que c'était de l'eau au lait parce que c'était écrit water, puis qu'à côté c'était écrit eau. Les ingrédients avec du lait. Mais bon, c'est pas exactement de l'eau au lait. C'est plus une boisson au yogourt, mais ça reste quand même très très bon. J'ai trouvé particulièrement bonne comme boisson. Donc j'espère en retrouver au Québec. Voilà. Merci d'avoir écouté cette seconde vidéo sur Hiroshima. Et ben, j'espère que vous n'avez pas été trop pleuré pendant le visionnement, hein, parce que c'est quand même une ville avec une sacrée histoire. Mais on a quand même su bien nous informer et bien nous amuser malgré, voilà. Et c'était une visite extrêmement intéressante. Et soyez prêts demain, la vidéo sur Kyoto, elle va être plus longue que d'habitude, plus longue que les 2 autres, je crois, parce qu'il y a encore plus de choses à dire sur ça. Avec les 2 guides qu'on a eu. Donc, on a eu Kei et Yumi. Mais ça, je vous en parlais juste demain. Avec d'autres visites plutôt inattendues, plutôt surprenantes. Et surtout, à cet endroit-là, c'est la seule fois où on a suivi 2 fois le même groupe. Les seules fois qu'on a eu des visites avec des gens qu'on connaissait d'une autre visite, c'était les 2 qu'on a faites à Kyoto. Mais bref. Ça, c'est Kyoto. Là, la vidéo sur Hiroshima est terminée. Donc, la seule chose qui me reste à dire, c'est à demain pour une ville qui, malgré son nom, est très loin d'être seulement l'inverse de Tokyo.